J'ai passé ma vie à explorer les mystères du cosmos. Mais un autre univers me fascine tout autant. C'est celui que renferme notre corps. Les myriades de galaxies de nos cellules. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère médicale. Bientôt, il nous sera possible de guérir n'importe quelle maladie grâce à des cellules dotées de pouvoirs très spéciaux. On les appelle les cellules souches. On est pourtant loin de comprendre le fonctionnement de ces faiseuses de miracles microscopiques. Leur implantation dans notre organisme pourrait semer le chaos. Les cellules souches sont-elles une solution miracle ou une bombe à retardement? Je n'ai jamais mené une vie très normale. Depuis l'âge de 20 ans environ, je n'ai plus à gérer les distractions d'un corps bien portant. Je mène une vie de l'esprit. Les cellules souches pourraient vous offrir cette même liberté et vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous sans plus jamais avoir à vous préoccuper des limites de votre corps. Le docteur Robert Lanza est un pionnier de la recherche sur les cellules souches. Il les utilise déjà pour aider ses patients à régénérer leurs organes lésés. On est actuellement en phase d'essai clinique pour tenter de traiter la cécité avec des cellules rétiniennes obtenues à partir de cellules souches. On a également réussi à créer des tubes entiers de globules rouges qui transportent l'oxygène aussi bien que du sang de transfusion normale. Ces travaux sont nés après avoir constaté la manière dont les cellules souches créent non seulement des organes, mais aussi des organismes tout entiers. C'est ce qu'elles font lorsque notre vie commence sous la forme d'un ovule fécondé flottant dans l'utérus. Imaginez que je descende le long d'une trompe de Fallope. Je suis d'abord seul, et puis je suis 2, puis 4, puis 8, et la division cellulaire se poursuit. Arrivé dans l'utérus, je suis une boule composée d'une centaine de cellules. Ces cellules souches embryonnaires sont immatures. Elles ne sont pas encore spécialisées en un type de tissu spécifique. Mais rapidement, elles commencent à se différencier en cellules osseuses, musculaires et nerveuses. Neuf mois plus tard, un être humain complet est formé. Mais après notre naissance, ces cellules souches embryonnaires immatures disparaissent. Nous perdons ce pouvoir qu'elles seules possèdent, régénérer tous les tissus de notre organisme. Le docteur Lanza cherche à restaurer ce pouvoir. Prenez une cellule ordinaire, que ce soit une cellule de peau, du cœur ou du sang. Celle-ci s'acquitte d'une fonction très spécifique qu'elle va accomplir toute sa vie. On peut alors se demander qui dit à cette cellule ce qu'elle doit faire. C'est là que l'ADN entre en scène. La forme sous laquelle l'ADN se présente dans le noyau de chaque cellule détermine la fonction de celle-ci. La longue double hélice de l'ADN est enroulée autour d'un nombre incalculable de minuscules boules moléculaires pour former une structure qu'on appelle la chromatine. Au fur et à mesure que le fœtus grandit dans l'utérus, certaines protéines interagissent avec la chromatine des cellules embryonnaires immatures pour dérouler des parties bien précises de l'ADN. Ce sont ces parties déroulées qui déterminent la catégorie de la cellule. L'ADN est disposé différemment dans une cellule du cœur ou dans une cellule de peau. Ce processus de différenciation cellulaire semblait irréversible. Jusqu'à une découverte en 1962. Les chercheurs ont prélevé une cellule mature dans l'intestin d'une grenouille
puis ils l'ont implanté dans un ovule vide. Cet ovule a joué le rôle d'une minuscule machine à remonter le temps. Il a en quelque sorte rembobiné l'ADN, permettant aux scientifiques de créer un tétard. Et à terme, une grenouille complète. Les biologistes pensent aujourd'hui que certaines protéines contenues dans l'ovule défont l'agencement spécialisé de l'ADN d'une cellule adulte. Elles lui rendent son état d'origine de cellule embryonnaire immature qui attend qu'on lui dicte sa spécialisation. À l'instant même, des centaines de billions d'êtres vivants s'activent sur notre peau ou à l'intérieur de notre corps. Chacun de nous est une planète grouillante de vie, et le tableau n'est pas beau à voir. Nous sommes assaillis par une armée d'infimes créatures. On se demande comment on est encore vivant. Toutefois, la recherche scientifique pourrait bien changer l'image que l'on a de ces envahisseurs. Car bon nombre d'entre eux jouent un rôle essentiel pour notre santé. Notre propre existence dépend d'eux. Comment est-ce possible? Ces nuées de micro-organismes contribuent-elles réellement à notre survie? Quelles sont ces bactéries qui ont élu domicile dans notre corps? Et quels sont leurs secrets? Parmi les suspects microbiens, virus, parasites et champignons, un groupe se détache nettement du lot. Il rassemble les envahisseurs les plus tristement célèbres de notre corps, les bactéries. Ces dernières figurent parmi les organismes les plus abondants sur Terre. Elles sont les fantassins de l'armée des microbes. Chacune d'elles est une machine vivante, une usine qui transforme les nutriments en énergie et en déchets. Elle est capable de se reproduire, de communiquer, de se déplacer pour trouver un habitat approprié et de déployer des armes chimiques pour notre bien ou à nos dépens. On estime que si l'on pesait l'ensemble des bactéries présentes dans notre corps, la balance afficherait un peu moins d'1,5 kg, soit un poids supérieur à celui de nos vêtements. Comment les bactéries ont-elles acquis une place aussi importante dans notre organisme? La réponse à cette question pourrait vous surprendre. Tout commence par l'un des plus grands miracles et des plus grands mystères de la vie. Notre corps est une planète envahie par une multitude d'organismes invisibles à l'œil nu. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ils sont bel et bien là, tapis dans les moindres recoins, et ils sont loin d'être quantité négligeable. À en croire les scientifiques, cette mini-armée serait essentielle à notre survie. Les spécialistes explorent de nouvelles voies afin de dévoiler leurs secrets. Parmi les envahisseurs, les plus importants sont peut-être les bactéries. Ces êtres unicellulaires sont parmi les premiers à occuper notre corps. Ils déclenchent l'assaut avant même que l'on prenne notre première bouffée d'air. Lové dans le ventre de sa mère, ce bébé est exempt de tout microbe. Son corps ressemble à la surface de la Lune. Rien n'y vit. Mais cela ne va pas durer. Alors que l'expulsion débute, c'est le chaos total. Les bactéries lancent alors la première vague d'invasion. Lorsqu'il naît, le bébé est couvert de sécrétions vaginales. Les bactéries présentes dans le vagin recouvrent sa peau. Elles entrent dans sa bouche et son pharynx et commencent à coloniser l'appareil digestif. Parmi les premières à coloniser le corps du bébé se trouvent des armées de lactobacilles. Telles des unités de force spéciales, elles prennent position dans la bouche et sur la peau du nourrisson. Tout en se multipliant, elles mènent une guerre chimique, vaporisant du peroxyde d'hydrogène et de l'acide. Cette manœuvre offensive a pour but d'éliminer les microbes pathogènes qui menacent leur nouveau territoire. Et ceux-ci ne vont pas tarder à arriver en masse. Un groupe de colonisateurs unique en son genre va pénétrer dans la bouche de l'enfant. Alors que celui-ci commence à téter,
un afflux massif se produit. Dans cette rivière de lait se trouvent des nuées de micro-organismes impatients de s'implanter. Chaque gorgée en contient environ 1 million. L'une des espèces est connue sous le nom de bifidobactérie ou bifidus. Ces bactéries descendent dans la gorge du bébé et arrivent dans l'estomac. Puis elles déferlent dans l'intestin grêle où beaucoup vont s'installer. Celles qui poursuivent leur route vont se fixer à l'extrémité du système digestif, dans le côlon. Une fois en place, les bifidobactéries, parmi d'autres colonisateurs, jouent un rôle majeur dans la nutrition du bébé. Le bébé est inoculé dès l'instant où sa mère le met au monde. Ce petit cadeau qu'elle lui offre, avec sa première respiration, fait partie de son futur microbiote et va l'aider à digérer son lait. Un jour après sa naissance, le nourrisson abrite quelques 100 millions de bactéries. Streptococcus mutans. Helicobacter pylori. Bacteroides tetaiota omicron. Escherichia coli. Methanobrevibacter smithii. Streptococcus gordoni. Alors que d'innombrables espèces de bactéries se déploient et prennent position, elles entreprennent une incroyable opération. Ces êtres unicellulaires mettent en place un réseau de communication essentiel à la survie du bébé. Quittons un instant le monde des microbes pour nous intéresser à la communication animale. Les éléphants utilisent jusqu'à 70 vocalises, dont certaines sont inaudibles pour l'oreille humaine. Les seiches et les calamars changent de couleur pour envoyer des messages, des avertissements et divers signaux à leurs partenaires. Les abeilles dansent pour guider leurs congénères vers le nectar. Les oiseaux, mâles et femelles, chantent en duo. Certains primates ont même appris à utiliser le langage des signes. Mais qu'en est-il des micro-organismes? Savent-ils communiquer? En étudiant les bactéries, les chercheurs ont découvert que chaque espèce est dotée d'un langage chimique qui lui est propre. Toutes les bifidobactéries parlent la même langue et peuvent communiquer entre elles. Toutefois, les bactéries utilisent également un code universel qui permet à l'ensemble des espèces d'échanger des informations. Il semble donc que les bactéries soient bilingues. Mais que racontent-elles ?